seulement la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezan, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment. C'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Ça y est, enfin, la saison de Coupe du Monde est enfin débutée, hein. C'était ce mardi dernier, jusqu'à ce dimanche. 8 courses au total, ça nous fait évidemment extrêmement plaisir, ce retour de la Coupe du Monde que nous avons entendu des mois et des mois et des mois. Donc des 8 courses, et déjà beaucoup de choses à en dire, beaucoup d'enseignements. Et pour en parler, je suis entouré d'une belle équipe, d'Aurélie, d'Emeric et de Cassandre. Salut vous tous. Salut. Hola, hola, hola. Salut. Bon, je vais pas vous demander si vous avez apprécié le retour du biathlon, je pense que oui. Non, pas du tout. Ça va. Ça Bon, va. bah, on va pas débriefer alors, ça sert à rien. Allez, ciao, bonne soirée. Voilà. Bon, non, mais Emeric, enfin, on a entendu ce retour. Ah ouais, putain, ça faisait 8 mois qu'on attendait, ça fait tellement plaisir. Même si on avait eu les courses de pré-saison et trucs comme ça, là c'est enfin la confrontation, la vraie quoi. Ça reste un petit peu différent, c'est sûr. Et bon, Cassandre, revoir les dossards jaunes, les dossards rouges, tous les biathlètes. Les combinaisons françaises. Voilà, les nouvelles, celles que tu aimes tant. Voilà, Cassandre, ça fait, c'est reparti quoi. C'est reparti avec en plus, comme tu le disais, plein de courses sur toute la semaine, là, de mardi à dimanche, on a été servis et puis oui, on a pu voir les nouvelles combinaisons, faut s'adapter. Voilà. Et Aurélie, tu as enfin pu retrouver tes petits biathlètes norvégiens préférés aussi. Oui, et en plus en forme, donc pour certains. Ah oui. Donc Pour beaucoup, oui, pour certains. Pour certains et beaucoup. Ouais. Oui. En effet. Pour certains. Mais ouais, donc ça nous fait vraiment plaisir et donc on va reparler de cette première étape de Colch-Cartier. On a beaucoup de choses à en dire. On va parler de la Coupe du Monde féminine, notamment des Bleus avec cette victoire notamment de Julia Simon, qui a magnifiquement conclu ce premier week-end. On parlera aussi notamment du cas Lisa Vitozzi, qui nous a pas mal surpris, on va dire, quand même, on l'attendait pas à ce niveau-là. Enfin aussi on filera du côté des hommes, de l'équipe de France. On va en parler notamment de l'état de forme des Bleus parce que ça interroge un peu, mais avec Emilia Jacquelin quand même qui a fait une très très belle performance sur la poursuite, et on parlera aussi de la Coupe du Monde de son ensemble masculine, notamment des Norvégiens et de Johannes Bö qui est déjà au rendez-vous. Bon, Emeric, Cassandre et Aurélie, vous êtes prêts ? Oui. Carrément. Ok, bon bah c'est parti pour ce premier débrief de la saison. C'est parti, jingle. Bon, comme d'habitude, on va pas changer les traditions. Pour lancer ce débrief, je vais vous demander quelle est votre course donc, de cette semaine. Et je vais commencer par toi, Aurélie. Quelle est la course qui t'a le plus marqué ? Moi, c'est le sprint homme. Parce qu'il y a un petit côté, il y avait un petit côté Madeleine de Proust il y a 2 ans avec une petite bataille au sommet entre Johannes et Sturla. Ok, donc encore les Norvégiens pour Ouais, désolé. Non, pas de souci. Cassandre, toi, ta course. Ah bah la poursuite de Julia, non seulement c'est une victoire française, donc ça fait plaisir sur cette première étape, et puis en plus on a vraiment une course super dense, il y avait 25 filles en dessous de la minute au départ, donc vraiment beaucoup de confrontations. La poursuite course de confrontation a bien porté son nom, du suspense jusqu'au bout, un magnifique 20 sur 20 de Julia, donc la course de la semaine pour moi. Ok, et bien je te rejoins justement sur cette course, Pour moi aussi c'est la poursuite féminine avec cette densité, avec ce dernier tir superbe, 4 attaques qui se jouent à la victoire, et forcément ce final magnifique avec cette victoire de Julia Simon. Toi, Emeric, poursuite, sprint, relais, individuel ? Bah moi, une petite course du BU Cup. Ah oui, d'accord. Non, je rigole. On reste sur la Coupe du Monde, sprint homme pour les mêmes raisons qu'Aurélie, tout simplement. Je vais pas plus m'étaler, le retour de Johannes. Voilà. Ok. D'ailleurs, tu parles de BU Cup, et Mike, on en parlera un petit peu à la fin, comme d'habitude. Ouais. Vous avez l'habitude, justement.
Très bien. Bon, on va passer à la Coupe du Monde féminine. Honneur aux femmes et honneur aux Françaises. Alors, il y a quelques jours, on avait fait donc un preview dames pour annoncer cette saison féminine. On se posait la question de savoir qui serait la leader des Bleus pour cette saison. Et entre Julia Simon et Anaïs Chevalier-Boucher, entre autres. Et sur cette première étape, on a quand même une grosse tendance qui se dégage. Est-ce que, donc avec Julia Simon donc, qui a remporté la poursuite et notamment aussi fait une belle performance sur l'individuel, est-ce que pour vous c'est finalement suffisant maintenant pour voir que c'est Julia Simon la leader de l'équipe de France ? Pour moi, c'est trop tôt pour le dire, mais j'espère pour elle, j'espère pour nous. Et oui, c'est déjà prometteur en tout cas, mais ça me paraît quand même prématuré d'en tirer des conclusions maintenant. Ouais, trop tôt encore pour en parler. Même chose aussi pour toi, ouais, Cassandre. Voilà. Ouais, oui, c'est ça, un peu tôt. Après, seulement 3 courses individuelles. Après, on peut quand même noter que Julia Simon, là, c'était la meilleure française sur toutes les courses. Donc, c'est sûr que ça, c'est de bonne augure, d'autant plus que Anaïs Chevalier-Boucher, en l'occurrence, n'était pas forcément la deuxième française derrière Julia, mais un peu plus loin. Mais voilà, je pense qu'on aura plus d'enseignements après Euschlisen et même le Grand Bornand pour avoir vraiment un avis plus lissé. Ouais. D'ailleurs, on peut revenir un petit peu sur cette poursuite de Julia, avec une prestation parfaite. Franchement, elle était, j'ai envie de dire, injouable quasiment pour cette course, de très haut niveau, avec beaucoup de sans faute, des 19 sur 20. Elle a parfaitement réussi son coup. Après, en plus, une déception sur le sprint où elle avait terminé 16e. Elle a super bien réagi, la française. Ouais, puis moi, pour tout vous avouer, jusqu'à le premier debout, je l'ai pas vu vraiment venir. Ah ouais ? Elle était là, tapis dans l'ombre, je trouvais. Et puis elle remontait. Puis là, premier debout, tu la vois ressortir bien. Et puis dernier tir, ouais non, franchement, grosse course, 20 sur 20, c'était... On la sentait marcher sur l'eau un peu aujourd'hui. Tu trouves qu'elle a bien joué techniquement, peut-être ? Ouais, c'est ça. Tactiquement, ouais. Tactiquement, elle a joué dans l'ombre. Elle a pas eu trop le choix en même temps au départ, c'est une poursuite, donc t'as pas le choix d'où tu pars. Mais du coup, vu qu'elle était pas devant, on l'a pas trop vu venir, et puis elle est sortie au meilleur des moments. Elle a su maîtriser sa course de bout en bout, c'était tip top. Ouais, elle nous sort aussi un super dernier tir où elle lâche la première balle. On l'a senti dans son regard, elle était déjà prête. C'était la première à être prête à lâcher cette balle et elle a mis les 5 et elle a mis la pression sur notamment Emma Lunder et Vitozzi qui sont partis à la faute et elle a bien fait aussi de partir rapidement parce que ça lui permet de faire un écart dès la sortie du tir avec Dorothea Virer qui ne l'a pas vu venir, qui n'a pas pu la reprendre. Ouais, de toute façon, même si elle sortait en même temps, elle la tenait pas. Ouais. Tout à fait. Mais en tout cas, pas se leurrer. Ouais, une super grosse prestation de Julia Simon qui remonte au deuxième rang du classement général à l'issue de cette étape de Conchlarty. Et d'ailleurs, pour vous, est-ce que vous voyez Julia Simon pourquoi pas jouer le général cet hiver Je sais que certains d'entre nous l'avaient mis dans le top 3 du général avant le début d'hiver. Est-ce que ça confirme vos pronostics et même est-ce que ça finalement aussi change vos pronostics par rapport à Julia Simon pour cet hiver ? Je vois toujours un peu, j'avais un peu dit ça pour la preview, mais je vois toujours un peu une bataille entre Anaïs et Julia. On en parlait de savoir si Julia serait la leader. Moi, j'enterre pas Anaïs et je pense qu'on aura une bataille pour le général entre Julia et Anaïs. Après, pour le général, je vois pas forcément pour la première place non plus, mais après, pourquoi pas un podium sur le général. Ouais, Anaïs Chevalier-Boucher qui a terminé 37e de l'individuel, 25e du sprint et 12e de la poursuite. Donc c'est pas de top 10 pour Anaïs Chevalier-Boucher. On peut noter quand même son très bon relais. Quand même, elle a fait une super performance. C'est vrai. Elle était bien remontée. Malheureusement, ça n'apporte pas de points pour le classement général. C'est relais, mais ce n'est que le début de saison, donc on va pas trop s'emballer. Mais c'est un excellent début d'hiver pour Julia Simon, qui est un peu mieux quand même que l'hiver précédent, non Ça a été très très dur pour elle. Quand il s'agit de répondre à ta question où tu demandes est-ce qu'on la voit jouer le général cette saison, j'ai envie de dire pourquoi pas en fait, surtout quand on a vu l'interview qu'elle a eue, il me semble que c'était après le sprint, où elle parle pendant un long moment. Elle dit qu'elle a eu beaucoup de déclics au tir, dû au travail qu'elle a fait sur les dernières années. Et je sais pas, son discours, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment envie de la croire quand elle dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé là cet été.
On la sentait aussi relâchée, je trouvais. Ouais, plus sereine que les discours. autres années. Ouais. Moins de choses peut-être à prouver, ou je sais pas. Ouais. Et j'ai bien envie de croire qu'elle peut jouer quelque chose de très intéressant en général. Donc à voir sur au moins peut-être les 2 prochains week-ends si la tendance se confirme. Mais pourquoi pas, ouais. Ouais, on tirera surtout des enseignements après le mois de décembre, hein, parce que c'est sûr qu'après 3 courses, c'est très tôt. Mais bon, on a déjà quand même un premier aperçu du fait que Julia Simon est en forme et a déjà claqué une victoire après une étape, et ça fait extrêmement plaisir à voir pour l'équipe de France. Très bien, on va parler maintenant d'une autre Française. Une Française aussi qui s'est mise en avant sur la poursuite. Je parle de Caroline Colombo, qui a signé sa meilleure performance en Coupe du Monde, hein, avec sa 6e place. Auteur, elle aussi comme Julia Simon, d'un 20 sur 20. D'ailleurs, pour ces deux athlètes, c'est leur premier 20 sur 20 sur le circuit A. On sait ces dernières années, Caroline faisait beaucoup l'ascenseur, hein, entre la Coupe du Monde et l'IBU Cup. Est-ce que pour vous, c'est définitivement fini cette navette entre ces deux circuits? Je pense que oui, elle a amplement gagné sa place, je trouve, sur cette étape, hein, parce que déjà, oui, elle fait la cérémonie des fleurs sur la poursuite, donc c'était déjà, c'est génial pour elle qui a pas non plus énormément d'expérience en Coupe du Monde, mais même depuis le début de la semaine, hein, elle aurait pu participer au relais puisqu'elle était 4e sur l'individuel dame, 4e française, hein, bien sûr, donc c'était déjà prometteur, et puis même sur le sprint, elle est 2e française derrière Julia, donc qu'est-ce qu'il faut de plus pour la garder en Coupe du Monde? Je sais pas. Ouais. Et Mike, je sais ce qu'il lui faut de plus. Ah, dis-moi. Qu'elle choisisse le bon tapis. Ah. Bordel. C'est vrai que c'est une erreur coûteuse, ouais. Non, mais imaginez si elle avait choisi le bon tapis, du coup, ça veut dire qu'elle elle se classait, une petite vingtaine, trentaine de secondes devant. Donc, elle terminait devant Julia dans la cérémonie des fleurs. Je sais, j'ai pas exactement les chronos sous les yeux. Et ça aurait pu faire. Alors après, qui te dit qu'elle aurait fait le 20 sur 20 aussi sur la poursuite? Ça, on n'en est pas sûr. Hein. On le saura jamais. Mais en tout cas, elle aurait eu en tout cas la chance de pouvoir jouer peut-être même encore mieux. Hein. C'est vrai, c'est sûr. Et ouais, 24e sur le sprint, Caroline, hein, avec un 9 sur 10. Et oui, tu enlèves une vingtaine de secondes, clairement. Elle termine à 1 minute et le podium, ils sont à plus 24 secondes. Donc, pas loin du podium, quoi. Ouais, autour du top 10 hein, pour Caroline. Donc, c'était dommage par rapport à ça. Mais au moins, ça lui a permis de faire une très belle remontée sur la poursuite. Et peut-être aussi qu'elle était un peu revancharde aussi par rapport à ça. Mais en tout cas, oui, un très bon d'hiver aussi du côté de Caroline, hein, qui, oui, je pense, a gagné sa place sur cette saison. Avec les absences, les jeunes filles qui ont moins d'expérience qu'elles, qui ont fait quand même des moins bons résultats qu'elles, même si on en reparlera plus tard, elles ont fait des bons résultats. Je pense que là, pour cette saison, c'est bon pour elles. Hein. Justement, on parle de gagner sa place pour la Coupe du Monde, on va en parler, hein, parce qu'on sait que pour cette première étape, les Françaises étaient au nombre de 7, grâce au succès de Lou Jean Monod sur le Général IBU Cup l'an dernier. Mais ce quota personnel de Lou Jean Monod est annulé, hein, n'est valable que pour la première étape, et donc pour la prochain rendez-vous à Orpheson, elles ne seront qu'au nombre de 6. Donc sur les 7 filles qui étaient au coach leur team, malheureusement il faudra en enlever une ces prochaines heures. Selon vous, c'est qui sera pas du voyage pour l'Autriche? Pour moi, c'est Paola qui n'a pas gagné son... C'est Paula. Ouais. Moi, je dis Paola. C'est plus stylé. Bah oui. Alors pour moi, c'est Paula qui n'a pas qui n'a pas gagné son ticket pour la deuxième étape de Coupe du Monde. Bah après, les chiffres parlent aussi, les résultats, je pense, par rapport à ça. Les résultats parlent d'eux-mêmes, elle se qualifie pas pour la poursuite. Sophie le fait, Lou le fait. Caro le fait, on l'a parlé avant, elle fait des très bons résultats. Malheureusement pour elle, même si elle a un peu plus d'expérience que Sophie, si les coachs s'arrêtent sur les résultats du week-end, mathématiquement et logiquement, elle devrait retourner en IBU Cup le week-end prochain. Et Chloé n'a peut-être pas fait un super week-end, mais bon, ça reste une cadre de l'équipe. Je pense que c'est difficile de la descendre. Elle fait partie de l'équipe A, Chloé, ouais. Donc malheureusement, je pense que Paula va en payer les frais. Hein. Ouais, même chose aussi pour toi, Cassandre.
Oui, je pense que logiquement, ça serait Paula qui devrait descendre. Après, c'est vrai que la seule, entre guillemets, ombre au tableau, c'est que Sophie Chevaux, elle a pas fait la préparation avec Léa, mais si on regarde seulement cette étape, pour moi, il y a pas photo. Ouais, donc Paula, hein, qui a fait 42e sur l'individuel et qui malheureusement a terminé 67e sur le sprint, qui n'a donc pas pu prendre part à la poursuite. Donc c'est vrai que là, c'est pour Paula, c'est si tu as une balle dans le pied pour continuer l'aventure. Et surtout le problème, Emmerich, c'est qu'il n'y a pas d'étape d'IB Cup la semaine prochaine. Donc peut-être que ça va la pénaliser sur 2 étapes, cette histoire, jusqu'à la fin de l'année. Ouais, ça va peut-être la pénaliser sur 2 étapes et du coup, on aura peut-être Sophie qui risque de courir à domicile surtout. Hein. Ouais, d'ailleurs, on va parler de Sophie. C'est ça que je retiens. Hein. Ouais, on va parler de Sophie Emmerich et Cassandra Aurélie qui faisait son apparition sur la Coupe du Monde. Et quelle apparition, 3 fois dans les points, un top 20 sur la poursuite. Super. Enfin, franchement, épatante, hein. Ah ouais, vraiment bien. Déjà, de se qualifier pour la poursuite, c'est vraiment chouette pour une première en Coupe du Monde et de faire une belle poursuite comme elle a fait. Non, vraiment impressionnant. Et surtout, moi, Emmerich, on la suit depuis un petit moment sur le circuit Big Up. Je sais pas toi, mais j'ai senti quand même une amélioration au niveau du tir. Hein. Je sais, elle prenait pas mal de temps à tirer ses balles, même entre chaque balle, avant et même dans l'installation. Là, alors, c'est pas non plus elle n'est pas devenue Dorothée Avereur. C'est pas Lucky Luke. Voilà, mais c'est quand même beaucoup plus fluide son tir. Hein. Ouais, il y a plus. Alors, on n'est pas aussi technique que les entraîneurs tirent, mais on sent plus d'application. Elle prend le temps peut-être plus pour s'appliquer, pour être certaine de mettre les balles, alors qu'avant peut-être qu'il y avait un peu de crispation et de peur de les rater. Ouais. Je sais pas, peut-être qu'il y a eu un déclic. Elle nous en avait parlé avant le début de saison je l'avais interviewé par rapport à sa sélection pour Conchalarty. Elle nous avait dit qu'elle avait beaucoup travaillé sur son tir, avec notamment Jean-Pierre Amat, qui était désormais dans l'équipe B, et que voilà, elle avait beaucoup progressé, qu'elle sentait, et ça s'est vu. Clairement, ça s'est vu. Ça s'est ressenti. Ouais, certes, elle a fait 3 fautes, elle a fait une double faute sur la poursuite, mais des super tirs couchés, franchement. Ouais. Très très propre et sur les skis toujours la même chose sacré temps de ski sur la poursuite pour Sophie Chevaux je ne sais plus quel temps. Ouais, 6e temps. Alors certes, sur la poursuite, faut se méfier un peu parce que ça dépend le scénario de course, tout ça, les athlètes devant, mais elle a le 17e temps de poursuite. Voilà, clairement on connaissait le potentiel de Sophie avant ce début de saison. On savait que ça pouvait être compliqué sur le tir. Là, clairement, elle a montré qu'elle avait sa place sur la Coupe du Monde et on espère quand même pour elle qu'elle pourra y rester. Et tu l'as dit, jusqu'à cette étape du Grand Bornand, d'où elle vient, d'où elle est originaire. Elle va pouvoir aller faire du ski roue au Grand Bornand. Ouais. Ne parlons pas des sujets qui fâchent. Non, mais super course de Sophie, mais qui malheureusement penche Paula du mauvais côté de la balance. On verra, de toute façon, sans doute que vous aurez déjà l'information avant d'écouter cet épisode, mais sur la sélection des 6 filles. Mais pour nous, en tout cas, on voit Paula redescendre sur le circuit inférieur et avec Sophie rester en Coupe du Monde avec Lou Jean Monod. Ouais, et on voit personne aussi remonter même si Gillon avait fait un bon début de week-end. Je pense que c'est pas assez suffisant. On en parlera peut-être un peu après. C'est peut-être pas assez suffisant pour aller déloger Sophie ou Paula. Ouais. D'ailleurs aussi un petit mot sur Lou. J'en ai un peu parlé là. Lou qui a fait 12e de l'individuel, sa meilleure performance en carrière aussi. Ensuite 47e du sprint, c'était un peu plus difficile, mais une belle remontée. 25e de la poursuite. Lou qui s'installe aussi sur la Coupe du Monde. Lou, elle nous a fait du loup, très très appliqué sur les tirs et des très bons tirs avec des 19 sur 20 sur les courses à 4 tirs et un petit entre guillemets petit 8 sur 10 sur le sprint, mais elle se qualifie quand même. Et le seul moment au final où elle aura un petit peu craqué, c'est pendant le relais où elle s'est qualifiée donc grâce à sa bonne performance en individuel, mais elle prouve encore une fois que elle peut maîtriser son tir sous la pression de la Coupe du Monde. Ouais, le relais qui a été en première relayeuse, un rôle pas facile quand même à avoir sur ses épaules pour une athlète peu expérimentée sur le circuit de la Coupe du Monde.
quand tu sais que tu lances après Anaïs Chevalier-Boucher, Julia Simon, Chloé, ça donne une grosse responsabilité sur ça, et peut-être que ça lui a mis un peu de pression sur ses épaules, mais après voilà, c'est l'expérience. Apprendre l'expérience, Lou, hein, c'est pas un relais qui compte pour jouer une médaille mondiale ou olympique, donc bon, c'est toujours bon à prendre pour elle. C'est clair. Ouais. Elle fait autant de fautes sur ce relais qu'elle en fait sur l'ensemble des 3 autres courses individuelles du week-end. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'était la pression. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'était Julia qui l'avait charrié après l'individuel. Hein. Tu avais dit qu'elle avait fait un 19 sur 20. Elle a dit, oh, c'est moyen pour Lou, hein, un tir comme ça. Voilà. Non, mais Lou, oui, qui a fait un bon premier week-end en Coupe du Monde et qu'on retrouvera avec plaisir sur l'étape d'Orpheus. Certainement, voilà. On va pas être certain de ça, mais logiquement, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas là en Autriche. Un dernier mot sur Chloé Chevalier, alors qu'il avait démarré à fond les ballons sur l'individuel, hein, qui avait fait un sacré temps de ski. Alors je l'ai plus. Oui, elle avait fait le 4e temps de ski. 4e temps de ski, ouais. Ouais, 4e temps de ski, incroyable. Et puis après, alors avec une 28e place finalement sur cette course. Puis derrière, ça a été un peu plus compliqué hein, pour Chloé, hein, que ce soit sur les courses individuelles et même sur le relais. Bon bah, finalement on reste un peu sur le schéma de l'an dernier, c'est ça ? Oui, pour l'instant, il n'y a pas trop entre guillemets, de coups d'éclat sur cette première étape. Hein, et on voit que sur la poursuite, elle fait un 16 sur 20, alors que la majorité des Françaises tirent à 18, 19 ou 20. Donc ça fait quand même pas mal d'écart. Et à part ce 4e temps de ski sur l'individuel, on n'en a pas beaucoup entendu parler sur le week-end finalement. Ouais, et ce qui fait un peu mal, c'est qu'elle termine dernière française de cette poursuite. Alors, évidemment, Paula n'était pas là, mais 5e française avec des jeunes qui viennent d'arriver. Bah ouais, il va falloir batailler hein, pour Chloé, là, pour maintenant peut-être garder sa place sur la Coupe du Monde. Hein. Alors, on sait que derrière, il y a du beau monde aussi qui est présent. On espère que voilà, ça va être beaucoup mieux quand même pour Chloé. En plus, j'ai parié un podium pour elle cet hiver, donc elle n'a pas le choix de se remobiliser. Elle est obligée de performer. Hein. Voilà. Ouais. Moi, j'ai une théorie sur son sprint poursuite. Vas-y, dis-nous. C'est foireux, hein, mais... On n'en doute pas. Vas-y. Vous savez de quel département elle vient ? Ah. Ouais. L'Isère. 38. C'est pour ça qu'elle nous fait un doublé 38e. Ah, c'était une dédicace en fait, ça, à tous les habitants, tous les Isérois. Elle nous représente l'Isère, c'est normal. Ouais. Non mais au-delà de ça, moi, ce que je retiens de son week-end, c'est malheureusement, pour moi, c'est elle qui plante le relais aux Françaises avec son. J'ai pas trouvé elle a pas fait un bon relais par rapport au niveau auquel on l'attend sur un relais en cette saison où Justine n'est pas là, Anaïs est partie. Elle a pas tenu son rang du tout. Moi, j'ai trouvé sur ce relais, c'était le plus gros échec, plus que Lou, parce que bon, Lou en première relayeuse, c'est une grande première, mais Chloé, c'est pas une grande première sur un relais, et c'est clairement c'est la performance du week-end que j'ai vraiment le moins apprécié côté français. Et surtout ces tirs debout qui durent longtemps. Oh là là. Ça met. Justement, tu vois, on parlait de Sophie Chauveau sur ces tirs debout qui pouvaient être à la défensive avant. Bah là, clairement, Chloé, c'est ce qu'on retrouve un peu des tirs à la défensive. Elle a peur de tirer, c'est incroyable. Ouais. Et finalement, elle se pénalise encore plus à attendre longtemps. Hein. C'est frustrant. Hein. Ces tirs. Chaque faute, en fait, t'as l'impression qu'elle se double en fait sa pénalité parce que elle fait la faute, donc elle perd une bonne vingtaine de secondes, et en plus de ça, elle perd une vingtaine de secondes. Enfin, pas une vingtaine de secondes, mais elle perd énormément de temps à tirer. C'est la double sanction à chaque fois qu'elle rentre dans cette spirale négative sur les tirs. C'est terrible. Ouais. Bon, on espère que ça ira mieux pour Chloé Orpheus. Oui, c'est ce qu'on lui souhaite. Hein. Ce qu'on lui souhaite, et peut-être aussi qu'elle participe au relais, que voilà, cette fois-ci tout fonctionne. Qu'elle change la dynamique. C'est ça, exactement. Bon, on a fini pour l'équipe de France féminine. Maintenant, on va passer à la planète biathlon, aux autres athlètes internationales. Et on va parler d'une biathlète qui a fait un sacré comeback, hein, je crois qu'on peut dire, sur ce début de saison, hein, qui était au fond du trou il y a encore quelques mois, et qui aujourd'hui est leader du classement général de la Coupe du Monde. Alors si on nous avait dit ça il y a encore quelques jours, peut-être on ne l'aurait pas cru, mais si. Elisabeth Tozzi est leader de la Coupe du Monde à l'issue de cette première étape de Conchoarti. Est-ce que pour vous c'est un retour définitif au premier plan de l'italienne ?
Ah bah bien sûr, c'est ma grosse cote, elle va revenir sur le devant de la scène. Moi je vous le dis, je vous l'avais dit. Mais plus sérieusement, je m'attendais pas non plus à ce qu'elle fasse une aussi belle étape de podium, cérémonie des fleurs aussi aujourd'hui. Donc vraiment ouais, impressionnant de revenir à ce point-là. Et les rumeurs de cet été comme quoi Lisa Vitozzi était en forme, Lisa Vitozzi allait revenir. Bon, on était peut-être un petit peu sceptiques, et puis voilà, ça reste des rumeurs estivales, et au final, cette première étape, ça confirme tout le bien qu'on a entendu d'elle depuis l'intersaison. Ouais. Et Mike, toi, tu es pareil? Ouais, très satisfait de son week-end. Je l'avais pas mis dans mes grosses cotes, contrairement à une certaine personne. Mais je l'avais mis dans mes pronos du week-end, les pronos qu'on fait en interne, et bah ça a payé, hein. Franchement, j'ai bien fait de miser sur elle, et j'espère du plus profond du cœur la voir revenir sur l'ensemble de la saison au niveau qu'elle nous a montré là ce week-end. Ça fait tellement plaisir de la voir comme ça là. Ouais, impressionnante sur les skis, au rendez-vous, et même à la carabine. Elle a retrouvé ses tirs couchés, c'est incroyable. Elle a retrouvé de la C'est sérénité. surtout, Oui, Aurélie. c'est surtout les tirs qui étaient problématiques. Donc c'est vrai que de l'avoir tiré, là pour le coup, c'est une autre Lisa, ou c'est l'ancienne Lisa, ou je sais pas comment. La vraie Lisa. Ouais. La vraie Lisa, c'était une Lisa qui savait tirer, puis qui finit deuxième du général, puis qui ne sait plus tirer du tout. Et là, je sais pas, c'est un mystère pour moi, Vitozzi, mais et quand tu parlais qu'on était un peu sceptique, moi je le dis franchement, j'étais vraiment très très sceptique. Pour moi, pour moi, elle ne pouvait pas revenir. T'étais Et faux là, je suis sceptique. vraiment très surprise. Ah oui, vraiment. Voilà. Oui. Non, j'étais pas une fausse sceptique, j'étais une vraie sceptique, mais bon, mais c'est vrai que ça fait plaisir, et tant mieux pour elle, et puis tant mieux d'avoir des belles biathlètes. J'espère voir des belles batailles au sommet entre toutes ces belles biathlètes féminines. La D'ailleurs, Sapadina is ouais. back. Ouais. D'ailleurs, vous pensez que Dorothea l'a félicité pour son dossard jaune ou pas? Non, je pense pas. Je pense pas, mais t'as eu là Je sur la pense pas. Oui, elles en ont à la parlé. fin de la poursuite, Lisa, Ouais. elle est venue se mettre à côté d'elle. Hein. Je sais Ouais. pas si c'est pour lui dire quelques mots ou quoi, mais pour la féliciter Doro de sa deuxième place. Ouais, c'est vrai qu'elles ont un peu parlé après la ligne d'arrivée, c'est ça. Ouais, Mais... trouvé ça étonnant. mais en tout cas, une belle image sur cette poursuite notamment. Enfin, on a retrouvé Lisa Vitozzi, Dorothea Virer aux avant-postes, comme dans le bon vieux temps, j'ai envie de dire. Ça... L'Italien de retour. Ouais, c'est ça, ça fait plaisir à voir. Enfin, c'est des athlètes qu'on aime bien en plus dans l'équipe. Enfin, même que tout le monde apprécie. Quand je vois dans les commentaires tout ça, les réactions sur Lisa Vitozzi sont unanimes. C'est une athlète qui est beaucoup aimée. Ça fait extrêmement plaisir à voir Lisa Vitozzi de retour en forme, et on espère que ça va continuer pour elle. Et pourquoi pas garder ce dossard jaune à un bon moment. Mais bon, la route est longue pour l'italienne, et on va voir ça avec attention sur ses prochaines courses. Voilà pour Lisa Vitozzi. Maintenant, on va partir en Suède. On va parler un peu des Söreberg, qui on avait annoncé. Alors, je dis on, mais je parle de nous, mais aussi pas mal d'observateurs, comme les favorites pour le général de la Coupe du Monde avant ce début d'hiver, qui n'ont pas été finalement aussi dominatrices qu'attendues, même si bon, Anna a gagné la course d'ouverture, elles ont aussi remporté le relais féminin, et elles sont déjà au top sur les skis. Mais bon, il y a eu quand même quelques résultats en dents de scie. Est-ce que vous faites quand même toujours des Suédoises les grandes favorites pour remporter le gros globe? Moi, oui, quand même, parce que, comme tu disais, la route est encore longue, et que surtout Elvira me paraît quand même très très forte quand elle met les balles dedans. Mais en même temps, c'est vrai que j'espère aussi qu'elle aura des gens pour venir la challenger. Il reste toujours à savoir si Marte Olsbu-Reuseland reviendra, dans quel état, quel état de forme, quand ça reste un peu indécis, parce que Marte, si elle revient en forme, c'est quelqu'un qui peut revenir et puis reprendre le général quand même aussi. Donc à voir si Julia aussi garde le cap qu'elle a pris ce week-end-là, lors de sa poursuite, à voir, mais elle reste quand même favorite pour moi, oui, au général. Ouais. Même tendance pour toi, Cassandre?
Oui, je pense que déjà, comme on l'a déjà répété plusieurs fois, mais c'est vrai qu'une étape pour juger, on serait un petit peu devin si on disait que c'était fini pour les Suédoises. Et on aurait envie, entre guillemets, de dire que on a peut-être mal prévu les pronos pour ce général, mais en général, elles commencent très bien, les Suédoises, et pour une fois, elles commencent un petit peu moins bien, donc peut-être qu'elles vont mieux finir, et au final, quand même, gagner le général. Ouais. Bon, après, moins bien, ça reste quand même. Oui, ça reste des très bons temps de ski et des très bonnes places quand même. Oui, c'est pas non plus si mal que ça, mais oui, il y a quand même un peu de déchets derrière la carabine, ce qui fait qu'elles ont pu laisser ouvrir la porte à certaines, notamment Julia Simon, et on a vu que sur la poursuite, hein, la faute coûtait très très cher, hein, celle d'Olivier Reberg qui l'a plombé en fait au deuxième tir jusqu'à la fin de course pour jouer la victoire. D'ailleurs, Olivier Reberg n'a pas non plus été si stratosphérique que ça sur les skis. J'ai trouvé sur la poursuite, elle a toujours été vers la vingtaine de secondes de retard à chaque fois. Elle a jamais pu reprendre son retard sur les filles devant, même si elle a le meilleur temps de ski de la course, mais c'est pas non plus aussi exceptionnel qu'attendu. Donc non, mais ouais, un début de course un début de saison assez indécis et une Coupe du Monde donc féminine qui semble comme assez ouverte. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais, totalement. Ouais. Déjà, on en avait Et tant parlé. mieux. Ouais, Et tant tant mieux. mieux. On en avait parlé La d'ailleurs. poursuite. Ouais. La poursuite en est synonyme avec 24 biathlètes sous la minute. C'est. Ouais. Moi, j'ai cru que ça allait bouchonner sur le tapis au premier tir. Mais après, c'est sur le plan de la montée, ça, je pense que ça. Ouais. Ça écrase un peu, je pense, la vue. Mais Ouais, c'est vrai que il y avait pas mal de filles qui étaient sous la minute en effet. D'ailleurs, en plus de. Alors, oui, pour vous, Lisa Etodi, c'est une surprise quand même de l'avoir au premier plan comme ça, de Serre jaune. Ouais. Oui, Ah oui. de Serre jaune, oui. Ouais. Donc pour vous, est-ce qu'il y a une autre performance surprenante qui vous a surpris? Alors moi, surpris positivement, en tout cas, c'est la 6e place de Caroline Colombo, qui je trouve, c'est son meilleur, sa meilleure place en carrière, non? Ouais. Oui. Et donc oui, de l'avoir déjà si vite, si haut, si bien. Bon, comme on en a déjà parlé, ça aurait pu être peut-être encore mieux sans des petites inattentions ou je ne sais quoi. Mais oui, donc moi je dirais Caroline. Ouais. Même chose pour toi, Cassandre, tu restes du côté du Jura? Dans l'idée du si vite, si haut, si bien, je valide, mais plutôt avec Sophie Chauveau. Alors, moins haut bien sûr, mais c'est quand même que sa première étape. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, donc je vais pas épiloguer, mais je trouve ça vraiment impressionnant de faire les temps de ski qu'elle fait, de faire les places qu'elle fait et de faire ses courses surtout. Elle a pas l'air dépassée par les événements. Elle tire quand même relativement bien sur toute cette semaine, donc vraiment agréablement surprise par ses résultats. Ok. Émeric, toi, alors on part outre-Atlantique. Ouais. Quand c'est pas les Américains. C'est les Canadiens. Voilà. Emma Lunder, ouais. Forcément. Faut en oui. parler. 3 très bonnes courses, 20e de l'individuel, 4e du sprint, 5e de la poursuite. Après un hiver dernier où elle avait été bien moins forte que l'hiver précédent, où on l'avait déjà vu faire, je crois, des cérémonies des fleurs une cérémonie des fleurs elle avait fait à Östersund, c'était ça. Elle est de retour un peu, j'ai envie de dire. Et c'était la saison précédente qu'elle a fait la cérémonie des fleurs. C'était il y a 2 ans. Non. C'est la saison dernière. Ah oui, donc il y a 2 ans, elle avait fait un bon classement général, mais elle avait pas fait de cérémonie des fleurs. L'année dernière, elle fait une cérémonie des fleurs, mais pas un bon classement général. Voilà, exactement. C'est ça. Et du coup, de la voir revenir là comme ça, ça fait super plaisir de voir déjà quelqu'un qui est pas du continent européen qui fait une cérémonie des fleurs, c'est tellement rare. Ouais, un peu plus exotique. Donc là, puis elle a bien tenu, même sur la poursuite, là, la confrontation au tir, c'est solide. Ouais, elle a joué des coudes sur la poursuite avec des gros c'est pas... voilà. Je la voyais pas tenir aussi bien sur les derniers tours et franchement, respect. J'avoue aussi que franchement, chapeau pour Emma Lunder qui a fait un sacré week-end et c'est une belle surprise sur cette semaine. Très bien, alors pour conclure cette partie féminine, on va parler un peu de la Norvège quand même. On sait qu'il n'y avait pas Thierry Lecoff et Mart Solsbourg-Rosseland sur cette première course. D'ailleurs, Thierry Lecoff, il sera pas là tout le mois de décembre. Donc Ingrid Tendrevold, c'est elle qui a pris l'intérim en tant que leader et elle a plutôt bien fait le boulot, j'ai envie de dire, Ingrid Tendrevold, avec un podium sur l'individuel.
Ah oui, oui, moi je pense elle est très contente de son week-end. En plus, elle a une place qui est pas forcément celle dont elle est habituée. Comme tu disais, elle a jamais eu la place de leader de l'équipe jusqu'à maintenant. On peut parler du relais aussi. Elle a jamais eu la place de dernière relayeuse, il me semble pas. Si elle a déjà eu, quelques fois, ouais. Ah, elle l'a déjà eu. Bon, alors autant pour moi, mais c'est vrai elle a fait un bon sprint. Elle a fait une très bon individuel. Ça a un peu moins bien marché pour la poursuite, mais si, elle peut partir de Finlande la tête haute. Ouais. Oui, Ok. Et Mike, Cassandra aussi satisfaite de ce week-end de la Norvégienne? Oui, bah, elle a commencé fort avec son 20 sur 20 sur l'individuel. Donc, elle s'est montrée, elle a montré que les Norvégiennes étaient toujours là, même si on voit quand même beaucoup moins de Norvégiennes, et c'est normal, donc avec les absences d'Ekoff et de Reuseland. Mais bon, elle est 4e au général après cette étape, donc une entrée réussie. Et à l'inverse, on les a beaucoup vus chez les garçons. Et d'ailleurs, en parlant de garçons, on va désormais passer sur la Coupe du Monde masculine, hein, et on va parler de l'équipe de France. Alors, un début en dents de scie. Alors, à l'image d'ailleurs de Quentin Fillon-Maillet, hein, de son leader, hein, vainqueur du général de la Coupe du Monde l'an dernier. Les Bleus de Vincent Vito, ils ont été plutôt en retrait sur les skis sur cette première étape de Coupe du Monde. Tandis que les Norvégiens, les Suédois et même les Allemands étaient très en forme. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète pour la suite? Moi, non, parce que ça me paraît pas non plus inhabituel qu'on arrive, qu'on commence une saison pas trop en forme. Je parle pas forcément des Bleus en général, mais il y a certains athlètes qui ont besoin de plusieurs étapes pour, je sais pas comment dire, relancer la machine, on va dire, ou Ils sont en mode diesel. tourner à plein gaz. Je pense que je serais plus inquiète si on en est encore là après le Grand Bornand. Mais pour le moment, non. Ouais. Non plus, je suis pas inquiet parce que déjà Emilien, moi je l'ai trouvé plutôt en canne ce week-end. Ouais. J'ai trouvé bien. Eric pareil. Et après, bon, Emilien Claude, ouais, peut-être un petit peu en dedans. Et Fabien Antonin, on sait qu'il a été malade juste avant Hydré, donc ça lui a amputé quand même une bonne partie apparemment de la fin de sa préparation, donc c'est peut-être normal qu'il soit pas encore au niveau physique auquel on l'attendrait. Et Fabien, il a été malade, il disait, légèrement après l'individuel. Et après ça, ouais, on l'a vu qu'il était... Parce que ça s'est senti sur les skis qu'il était moins frais. Mais non, pas inquiet. Et après, par contre, pour Quentin... alors, les hivers précédents, l'hiver dernier, ils rivalisaient quand même avec Johannes sur le début de saison. Et l'hiver, il y a 2 ans, vous souvenez-vous, c'était l'hiver où ils avaient fait le stage de préparation à Bessan, là. Ouais. Et ils disaient qu'ils avaient eu des problèmes de préparation. Et du coup, avec tout ça, je me suis amusé, avec des chiffres encore, à regarder le temps que Quentin perdait chaque kilomètre par rapport à Johannes sur les 4 premières courses de l'hiver. Ouais. Donc il y a 2 ans, sur chaque kilomètre, il perdait presque 3 secondes par kilomètre. L'hiver dernier, il perdait 1,2 secondes par rapport à Johannes sur chaque kilomètre. Et là, sur les 4 premières courses, il en perd presque 5 secondes par kilomètre. Donc c'est quand même énorme, sachant qu'il y a le relais qui est compris dedans. Et sur le relais, c'est là où il fait son meilleur temps de ski par rapport à Johannes, si on veut. Donc si t'enlèves le relais, il perd allez, presque 6 secondes par kilomètre par rapport à Johannes. Et en plus, Johannes a relâché à la fin, dans le dernier tour. Ouais, sachant que Johannes a bien relâché sur la fin du relais. Enfin, Johannes était peut-être pas non plus en top forme la saison dernière, en début de saison. Mais ouais, la saison dernière, c'est là où Johannes, Quentin matchait le mieux. Ouais, mais je pense que c'est peut-être Johannes qui était en dessous de ses temps, de son temps étalon, en fait, on va dire. Je pense que c'est Johannes qui était un peu en dessous, peut-être Quentin qui était un peu au-dessus, et ça matchait un peu plus. Mais bon, ouais. Bon, moi, je suis quand même un peu plus inquiet pour Quentin que les 2 hivers précédents. On sait qu'il a l'habitude d'avoir besoin de rythme pour rentrer dans l'hiver, mais là, je sais pas. Je me sens moins serein par rapport à ses résultats que les hivers précédents. J'espère qu'il va me faire mentir. Ouais, Quentin qui a pris 2 minutes 19 sur les skis lors de l'individuel, qui en a pris 1 minute 07 sur le sprint, et qui a pris 36 secondes sur la poursuite. C'est quand même pas trop dans ses standards. Ouais, parce qu'on parlait souvent qu'il était en mode diesel, mais là, le diesel, il a quand même du mal à chauffer, là. Il a plus d'essence. Ouais. Ah ouais.
Il a oublié de faire le plein avant le début de l'hiver, c'est C'est problématique. Mais ouais, c'est à voir, mais ouais, après, souvent, il y a souvent un changement là, sur l'étape suivante, des off-season, avec un site qui est plus en altitude, et souvent les Français sont déjà plus performants au niveau de la piste sur les skis. Donc Ouais, ça leur correspond mieux. ouais, Ouais. ça va être intéressant de général. voir la semaine prochaine déjà s'il y a une amélioration, et ça va être pas mal aussi pour Emilien, qui oui, est déjà dans le coup, Emilien. Et si il gagne encore pas mal de temps par rapport à ça, ça va être aussi très très intéressant. Il pourra faire match, alors peut-être pas avec Jonas Bö, mais avec Samuelsson, Sturla Blegreid, c'est à voir Ah, de ce côté-là. C'est déjà bien qu'on n'ait pas 2 étapes de suite en Scandinavie cette année Ouais. et qu'on passe directement dans les Alpes. Dans le Ça dépend Tyrol. où dans les Alpes. Hein. Oui, c'est vrai, ça dépend où, mais bon. Ouais, C'est tout à vrai. fait, tout à fait. Bon, alors on était un peu sur le négatif là avec le temps de ski. Il y a quand même du positif à retenir de cette semaine finlandaise. Quel est pour vous le point de satisfaction de cette première étape? Pour moi, c'est Emilien. C'est Ouais. Emilien qui semble quand même en forme et puis qui semble avoir l'envie, Ouais. Avec qui semble avoir faim. avec ce podium Avec forcément aussi, Ouais. qui fait plaisir à voir. Qu'est-ce Et qu'on... puis, et puis rebondir juste sur Emilien Jacquelin et sa frustration aussi après son dernier tir où il a loupé 2 cibles sur la poursuite. On sent que voilà, il voulait absolument faire une bonne prestation et que ça l'a bien frustré. Bon, c'est logique, mais Il a faim. il a faim. Et puis il aime les poursuites. Je pense qu'il aime réussir les poursuites. Ouais. Enfin, c'est sa course, quoi. Ouais. Je crois qu'il a eu quelques problèmes de culasse avec sa carabine. C'est pour ça aussi qu'il tapait sur sa carabine, et il a eu quelques soucis par rapport à ça. Quelques soucis techniques, mais un Emilien qu'on retrouve sur le podium et qui a débloqué le compteur de podium de l'équipe de France à titre individuel avant la victoire de Julia Simon quelques minutes après. Toi, Émeric, c'est quoi ton point de satisfaction? C'est Rico. Ah, j'en étais sûr. Bah oui. Non, mais logique. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un super week-end. Il y a un super relais. Et un relais Un super relais, ouais. Non, ouais, franchement, il a été top sur le relais, ce tir debout là. Ah, Magique. c'était. Ah ouais, comme tu dis, ouais, c'était magique. Et puis il rend le relais dans les temps, enfin, en première position. Puis non, pour être un peu moins rigolo dans l'humour, à ski, je l'ai trouvé bien, très bien. Ouais. Pour le comparer, enfin, entre nous, on a l'habitude de le comparer, donc ce qui est plutôt logique avec Emilien Claude, parce qu'ils sont un peu du même âge, enfin pas de la même année, mais ils sortent de la même génération en gros. Et je l'ai trouvé quand même plus costaud, je sais pas comment dire, ouais, plus frais sur les skis qu'Emilien Claude. Ouais, j'ai Peut-être bien un aimé. tracé qui correspond pas forcément aux qualités d'Emilien Claude, qu'un Ouais, gabarit, et quand même avec cette montée qui peut-être le favorise pas forcément. ouais, c'est peut-être ça qui a joué, ouais. Ouais, j'avais pas pensé, mais oui, je sais pas, j'ai beaucoup retenu ces temps de ski d'Eric. Je pensais, enfin, on l'imagine toujours être très bon parce qu'il fait partie quand même de l'encadre, enfin, au sein de l'équipe de France, donc il a de la concurrence de haut niveau, il est habitué à se frotter à des biathlètes qui sont très forts. Et là, bon, la Coupe du Monde, c'est différent. Et bon, très bon week-end d'Eric, c'est ma coup de cœur. satisfaction du week-end. Ouais. Ouais, Pas Eric, étonnant, vous allez me dire. Hein. Ouais, étonnant. Ouais, Eric, 25e de l'individuel, 34e du sprint et 37e de la poursuite. Donc il perd 3 places quand même sur la poursuite. Mais avec, Marque des points sur chacune des courses. le 19e temps de ski, mais oui, il marque des points sur chaque course en effet. Chose Donc, qu'il faisait pas encore la saison dernière. Ouais. voilà, donc, un bon début pour Rico. Bon, maintenant on va parler un peu des autres bleus qu'on n'a pas encore parlé. On a parlé un peu d'Antonin déjà, qui revenait de maladie. On l'a pas beaucoup vu d'ailleurs, Antonin, malheureusement. Il n'était pas d'ailleurs sur le relais. Est-ce qu'il y a des conclusions à tirer sur le week-end d'Antonin? Il revient, comme je le disais tout à l'heure, il revenait de maladie là, juste avant Hydré. Et il a été amputé de sa préparation. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Il va revenir. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu, du coup. Donc c'est normal. Sur ce week-end, il a eu du mal. On l'a pas aligné sur le relais. Ça lui a peut-être fait du bien de se reposer un peu plus que les autres. Non, je me fais pas trop de soucis. Ça va revenir. Ouais. La forme Il a va quel revenir. âge, Antonin, déjà?
savez- Il a vous savez- 31 ans. Il va avoir 32 Ouais, ans 31, l'été prochain. Ouais. 31 et demi, si tu veux. Ok, ça J'ai marche. 2 ans et demi. Et sinon, Fabien Claude, Fabien qui a bien terminé sa semaine, hein, avec la 7ème place sur la poursuite, qui avait fait aussi un bel individuel, hein, 9ème. Ça a été un peu plus compliqué sur le sprint, mais aussi sur le relais. Hein, Petite maladie, Donc, comme il disait, ouais. ouais. Donc, Ouais, mais il a fait, c'est bien, il est remonté quand même pas mal de places à la poursuite. Ouais. Et un top 10, c'est toujours appréciable. Et Emilien Claude, hein, 2 fois dans les points cette semaine aussi, plutôt pas mal. Hein. Ouais. Malheureusement, bon, sur la poursuite, il a perdu 8 places, hein, pour terminer la 43e place. Mais en tout cas, Peut-être au niveau des temps de ski, ouais, comme je disais, que ouais. j'attendais peut-être un petit peu plus haut. Mais à voir si c'était le tracé, et on a hâte de voir ce que ça va donner à Orfilden. Hein, Ah, clairement. Plus correspondre aux Français et un peu moins aux Norvégiens notamment. Et parlant norvégien, on va parler du Norvégien L'homme qui de s'est la montré en semaine. évidence. Hein, voilà, il y a quand même un homme fort de cette première étape, hein, sans conteste. Hein, c'est Johannes Bö, hein, qui a remporté les 2 courses, hein, sprint poursuite, hein, qui a fait le doublé. Donc 3 courses individuelles, 2 victoires, en plus d'un super passage de relais, hein, qu'il a remporté avec son équipe. Pour vous, est-ce que le grand Johannes Bö est bel et bien de retour, et est-ce que a-t-il déjà tué le suspense pour le général? Alors, ouais, moi je suis désolée, c'est un peu, je suis pas très fun, mais c'est vrai que j'ai du mal à me positionner après une étape. Moi, je pense pas. Je pense que il aura quand même des gens qui viendront l'embêter. Je ne sais pas si Johannes aura la régularité toute la saison qui nous avait habitués à voir, où il serait ultra dominateur comme il a pu l'être par le passé. Par contre, en revanche, c'est vrai que moi, ça me fait vraiment plaisir de voir Johannes. Johannes est un grand athlète, un grand biathlète, et c'est vrai que ça fait toujours un peu de la peine, quelle que soit leur nationalité, de voir des grands biathlètes qui peinent. Et c'est vrai que moi, ça me fait plaisir de le revoir revenir flamboyant comme cette étape, enfin comme ce week-end. Ouais. Et en plus, Cassandre, hein, il a récupéré sa balle joker, hein, avec ses temps de ski, il peut se permettre de faire une faute maintenant. Hein. Oui, c'est ça. Là, Johannes Bö is back pour moi, vraiment. Ça me rappelle les années où il a vraiment dominé, où sur l'individuel, il fait quand même 4 fautes, il est 12e, donc autant de ski, il a un petit peu atomisé tout le monde. Même sur le sprint, il finit premier à 9 sur 10. Enfin, c'est vraiment des standards de Johannes Bö. Et moi, pour le coup, j'ai vraiment la sensation qu'on est de retour 2 ans en arrière, et je le sens vraiment prêt. Et bien sûr qu'il sera challengé, mais je pense je le vois, ouais, peut-être pas tuer le suspense déjà, mais quand même. Ouais. D'ailleurs, mais 2 ans en arrière, c'était quand même chaud, hein. C'était à la bataille avec Sturla, il n'était pas gagné le général, hein. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, mais 3 ans en arrière peut-être. Du coup, ouais. Même 4, mais allez, soyons fous. 3. Ouais, d'ailleurs, Aymeric, est-ce que tu peux nous donner le classement général masculin, mais d'ailleurs aussi féminin après, parce qu'on ne l'a pas donné lors de la partie féminine. Ouais. Alors, chez les hommes, on a Johannes premier, 209 points, Sturla deuxième, 190 points, Roman Ries troisième, 155 points, et chez les bleus, donc on a Emilien 8e, Fabien 10e, Quentin 13e, Eric 29e, Antonin 34e, Emilien Claude 50e. Et chez les dames, du coup? Et chez les dames, Lisa Vitozzi, donc première, 185 points, devant Julia 160 points et Anna Heuberg 144. Pour les autres françaises, on a Caroline 15e, Anaïs Chevalier-Boucher 21e, Lou Jean Monod 24, Sophie Chauveau 33, juste devant Chloé Chevalier et 48e Paula Beauté. Merci Aymeric. Et d'ailleurs, au-delà de Johannes Bö, hein, c'est même la Norvège, hein, qui a été en grande forme. Hein. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure avec Lisa Vitozzi et Dorothée Hager, il y avait un retour en arrière. Là aussi, on a un petit retour en arrière avec Johannes Bö et Sturla Lagrid aux 2 premières places. C'est vrai. Oui, je sais pas le commenter, mais oui, effectivement, c'est vrai. On va retrouver un Sturla Lagrid qui est en forme aussi et très bon derrière la carabine. On sait que l'an dernier, ça a été plutôt compliqué sur les skis en début d'hiver pour le Norvégien. Là, il semble d'attaque pour titiller son leader. Ouais, et puis même l'année dernière, il était même aussi moins, il tirait quand même moins bien que l'année d'avant. Ouais. Vraiment, il était impressionnant au tir. Oui, voilà.
Ouais. Oui, non, mais il y avait vraiment, il y avait quand même une différence de niveau aussi au tir. Moi, j'avais trouvé la saison dernière sur là, il était moins, comment dire, consistant, voilà. Mais c'est vrai que moi, j'avais adoré le match Sturla-Johannes, comme j'avais adoré les matchs Johannes-Martin. Donc c'est vrai que moi, c'est pas pour me déplaire en tout cas. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un des Français qui viennent aussi à la bagarre avec eux. Ouais. Et dans cette équipe norvégienne d'ailleurs aussi comme l'équipe féminine, hein, il y avait 7 Scandinaves, 7 athlètes, Émeric. Et alors logiquement, sans surprise, normalement on devrait dire bye bye à Vingegaard. Hein. Ouais, Erlend qui se qualifie même pas pour la poursuite, je pense que c'est un peu terminé pour lui en Coupe du Monde, hein, parce que surtout quand on voit la relève qu'il y a derrière. Hein, d'ailleurs, Stromsheim qui a super bien performé en IBU Cup, peut-être qu'il peut titiller Johannes Dahle, non ? Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, alors c'est simple, hein, il y a eu 4 courses individuelles en IBU Cup, il en remporte 3 et il fait 2e sur la 4e. Donc ça place le niveau du gars. Hein. Ouais, donc, il domine déjà les débats, c'est incroyable. Je regardais encore la poursuite cet après-midi là. Il fait une faute, il gagne quand même. Il a même, je sais plus s'il a le meilleur temps de ski. Non, c'est Aspenes qui a le meilleur temps de ski. Putain, c'est dingue le casse-tête. Le casse-tête que c'est là, les choix à faire. Je me suis fait un petit sur une ardoise là pour voir un peu ce que ça allait être le choix de 6ème place. Qu'est-ce qu'il y a au menu sur ton ardoise, Émeric ? Qu'est-ce qu'il y a au menu selon moi dans la balance, mais bon, chacun jugera un peu comme il veut. J'ai donc Johannes Dahle, Mats Overby, Alexander Andersen, donc le frère de Philippe. J'ai Andre Stromsheim et bon, Erlend, on peut l'enlever, je pense. Ouais. On a Mats Overby qui fait 2 podiums et une cérémonie des fleurs. Alexander Andersen qui fait 2 podiums, une cérémonie des fleurs, je crois. Et Stromsheim, comme j'ai dit tout à l'heure. Et Dahle, sur sa poursuite, je sais pas si ça risque peut-être de lui coûter sa place en Coupe du Monde, mais... je sais pas, parce que le reste est pas mal quand même. Donc, mais c'est vrai que... 55e sur... je crois que c'est ça, 55 sur la poursuite. 9 fautes, je crois. 4 fautes sur le premier debout, ça pique. 9 fautes, ou 10 fautes, 9 fautes, je sais plus. 9 fautes, c'est ça. 9 fautes, 55e. Si on avait arrêté après le sprint, il n'y avait aucun débat, il gardait sa place 100%, selon moi. Hein. Mais là, après la poursuite qui nous a sorti, je sais pas, la question se pose, parce que Stromsheim... c'est une machine en eBay Cup. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi intéressant de savoir la sélection norvégienne par rapport à ça dans les prochaines heures. Et, j'ai hâte. Ouais. J'ai hâte. Parce que chez les filles, c'est pareil. Hein, ils ont une Krakstad qui fait 2 victoires et un podium plus une cérémonie des fleurs. Et t'as une Erdal en Coupe du Monde qui fait une individuelle bof, un sprint dégueulasse et pas qualifié pour la poursuite. C'est cru, mais c'est comme ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Et d'ailleurs aussi, on verra aussi si Bartels Brosland sera là pour Off-Season aussi. En plus, ouais. Ah, c'est un début de semaine incroyable. Là. Si elle revient, je pense que Femme Stenevik, elle passe à la trappe aussi. Ouais, ça va être à suivre. Et de toute façon, vous retrouverez toutes les informations, comme d'habitude, sur biathlonlive.com. Très bien, maintenant on va parler un peu des voisins suédois. Aurélie, je sais que tu les aimes bien, tes voisins suédois. Oui. Oui. Mais tiens, voilà, il y a une petite rivalité entre vous, entre Norvégiens et Suédois, mais voilà, on les... Avec moi, non, parce que je suis française, mais pour les Norvégiens, oui. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que ce qui compte, c'est d'être devant les Suédois. C'est pas de gagner forcément. Pas forcément les Français, mais plus les Suédois. Oui. Il faut juste être devant les Suédois, et une fois que ça c'est fait, il y a la moitié du job qui est fait. Mais bon, moi, je suis pas trop. Moi, je te dis, moi, je suis française, donc j'ai pas d'avis négatif sur les Suédois. Mince, j'ai tenté, voilà, mais... Désolé. Par contre, sur les Belges, si tu veux parler des Belges, non, je rigole. Je plaisante. Ah non, attends. Mais ils viennent de se faire éliminer sur la Coupe du Monde. Justement, On va pas en rajouter. Non, mais on va pas aller sur ce terrain-là. On aime bien en plus l'équipe belge en biathlon. Il y a plein de Français aussi. Il y a Florent Claude, accessoirement. Voilà, il y a aussi Maya. Il y a même des Norvégiens dans l'équipe belge. Ouais. Et des Italiens. Voilà. Oui. Bref, il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout. Bref, parlons donc des Suédois, et notamment de Sebastian Samuelsson.
Ouais, je voulais vous demander qu'est-ce que vous retenez de son week-end entre sa pharmacie qui est plutôt très intéressante, hein, qui est très bonne, mais bon, pas surprenant, c'est chaque hiver comme ça, chaque début de saison en tout cas. Sa régularité, 2 fois 4ème et 1 fois 5ème, mais justement, le fait qu'il soit en dehors du podium ou autre chose, qu'est-ce que vous retenez de ce week-end à Samuelson? La régularité, moi je dirais. Ouais. Ouais. Bon, on est habitué depuis quelques hivers à voir les Suédois très bons sur le début de la saison. Ouais. À l'image de son Mais- coéquipier, hein. Oui. Ouais, tu me diras. Par exemple. Mais là, ouais, je sais pas. Enfin, il avait déjà été plutôt régulier la saison dernière sur l'ouverture de la saison. Enfin, il Ouais. fait 40e premier, ouais, je crois, c'est ça. Mais là, c'est encore plus régulier. Tu le sens encore plus serein. Enfin, au tir. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur le niveau de son tir. Sa Ouais. forme à ski, bon, tu le disais aussi, mais bon, ça m'étonne un peu moins en ce début de saison. Mais le tir, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a trouvé quelque chose un peu à l'image de Julia, tu vois. Ouais. Ça me fait un peu cette sensation-là. J'ai D'accord. un peu le même avis sur les deux, et à voir ce que ça va faire sur le week-end hors Filzen. J'ai hâte en tout cas de voir ce que ça va faire. Ouais, donc il est pas de podium, c'est pas un souci entre guillemets hein, pour toi, c'est pas Non. un problème. Bah, il est pas loin, quoi, en plus. Il est pas, enfin, Ouais. il est pas, il est au pied, quoi. Mais Il c'est vrai que conclut moi, ça pas, me- mais c'est ça. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que moi, c'est ce qui peut-être qui m'a plus surpris, c'est que je le pensais, enfin, parce que c'est un peu son week-end en général, les week-ends d'ouverture comme ça en Scandinavie. Et c'est vrai que je pensais qu'il ferait au moins un podium. Et donc, c'est peut-être ça. Mais bon, encore une fois, il est pas loin, donc c'est vraiment, ouais, c'est des petites marges. Ouais, tu retiens quoi toi Cassandre? Bah, je suis pas super d'accord. Bien sûr, c'est... Oula, on va avoir du clash. Non, non, Bah C'est mais... bien ça. Allez, T'as raison, t'as Allez, vas-y. raison. je Non, mets là mais pour ça Cassandre. Bien sûr qu'il y a la régularité, etc. Mais alors, d'un autre côté, je sais pas si c'est moi, mais je l'ai pas trouvé... Enfin, il a pas crevé l'écran, il m'a pas paru sensationnel. C'est bien, mais je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il m'en manque un peu, quoi. Et lui aussi, apparemment, pour monter sur le podium, mais je sais pas, Il fait toi en fait, c'est ça. je sais pas, même sur le tir, moi j'ai pas l'impression que ça ait forcément changé, ouais, depuis l'année dernière, je sais pas, je suis assez, Ouais. mitigée, on verra, quoi. Sur le tir, il s'est fait bousculer par Emilien hein, sur le 3ème tir de la poursuite. Hein, et d'ailleurs, il a dû se reprendre après sa faute. Ouais. Je crois que depuis le début de l'hiver, là, sur les 4 courses Ouais. individuelles, non, les 3 courses individuelles, je crois qu'il a pas arrêté une seule balle en coucher. Hein. Ah oui, d'accord. C'est là où c'est plutôt sur le début où ça coince. Ça coince. Enfin, attends, je regarde. Ouais, 92% de réussite, 100% au coucher. Pas Il est mal. quand même à 84% de réussite au debout, c'est pas dégueu. Hein. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas clair mal, que ça mais, tiendra pas comme ça. Ça tiendra pas à 100% pendant tout l'hiver. Et après, bon, il y avait du costaud aussi devant, hein, on l'a dit, avec Jonas Bö, les Norvégiens, un grand Emilien sur la poursuite, et forcément aussi sur l'individuel, chaque faute coûte très très cher. Donc, mais oui, ça reste quand même un week-end régulier, un bon week-end quand même dans l'ensemble Oui. pour Samuelson qui est quand même plutôt bien placé encore dans la course au général, et ça ne fait que commencer, comme on le dit. Et d'ailleurs, on parle de bonnes choses hein, et de belles surprises. J'avais envie de m'attarder sur les Allemands parce que bon, sur le preview homme et même dame, hein, on était un peu dubitatif hein, sur leur saison, on n'attendait pas grand chose. Et ben ils nous ont claqué 3 podiums déjà, donc 2 sur les courses individuelles hein, avec David Zobel et Roman Ries sur l'individuel et sur le sprint. Est-ce que pour vous ces performances, hein, aussi sur le relais, hein, ils ont terminé devant les Français à la deuxième place, est-ce que pour vous c'est plus un coup d'éclat ou le début d'une très belle dynamique pour les biathlètes d'Outre-Rhin? Coup d'éclat pour ma part. J'y crois Ouais. pas sur toute la saison. Ah oui, ok. Pourquoi? Il y a Oui. une raison particulière Non, je les vois pas, je les vois pas tenir. Alors autant je les vois performer aux mondiaux, effectivement, surtout à la maison, mais autant je les vois pas jouer devant comme ça, comme ce week-end sur toutes les étapes. Même chose pour toi, Emmerich? Ouais, plutôt la même chose. Je pense que ça surnage peut-être un peu. Enfin, il marche un peu sur l'eau. Je sais pas trop comment le dire, mais j'y crois pas non plus sur plusieurs week-ends. Après, ils ont quand même Benedict Doll semblé en dans- forme, hein. Les Oui, Allemands, oui. je trouvais. Femmes et hommes, ça allait sous les skis, hein.
Ouais. Bah, les filles toujours placées, les mecs aussi. Mais je sais pas, Non, tu vois, les deux têtes de série qu'on attendait, donc Herman et Doll, c'est pas forcément ceux qui ont réalisé les meilleurs week-ends, chacun respectivement dans leur sexe, hein, mais non, je trouve que je sais pas. D'ailleurs, moi, je vous le dis, je pense que Vanessa Voigt va claquer une victoire cet hiver. Je sens Ah. Ouais. Ok, c'est Ouais, noté. il y a un tel potentiel, c'est vrai que je n'ai pas forcément parlé lors du preview, mais c'est une sacrée, je trouve, c'est une sacrée biathlète et elle va plus que faire l'intérim en attendant peut-être la jeune génération qui arrive avec les Céline Grossian par exemple, qui a pas formé en début du Cup, mais Vanessa Voigt, ouais, je la sens très très bien pour cette saison. Et toi d'ailleurs, Cassandre, sur cette équipe masculine, t'en penses quoi? Ouais, pareil, je pense que c'est plutôt un coup d'éclat. Alors à part sur le relais où je pense que là clairement ils peuvent jouer parce que c'est du collectif et donc ça compense les individualités, mais en individuel je les vois faire des coups d'éclat comme ça sur la saison, mais pas forcément installer une régularité non plus. En tout cas, ils sont deux pardon, dans le top 10 du général, hein, les deux que j'ai cités, hein, David Zobel et Roman Ries, donc c'est un bon début de saison de leur part et forcément on sait que leur coach chez les filles, hein, c'est le compagnon de Marte Osbourg-Osland, hein, Sver Osland. Donc, Sver. ouais. Comment on dit? Vas-y, dis-nous. Oui, désolé, Aurélie. Sver. Sver Sver. Osland. Ouais. Voilà. Et ça semble Quelque plutôt chose bien comme- marcher. Quelque chose comme ça. Voilà, oui. quelque chose comme ça, voilà. Ouais. Ouais. Et ça semble plutôt bien marcher en tout cas pour le moment, mais non, mais en tout cas un bon début de saison de la part des biathlètes allemands. Maintenant, à voir si ça va durer ou pas. Émeric, maintenant alors un dernier mot, hein, pour conclure sur cette partie masculine. On pouvait quand même, on était obligé d'en parler. C'est de Niklas Hartweg, le Suisse, hein, qui a créé la sensation sur l'individuel. Oui, le jeune Suisse, franchement, enfin, il est sorti un peu de nulle part sur cette première course, qu'il soit aussi haut, c'était un peu... What the fuck. Il fait il fait un bon top résultat la saison dernière avec une 17e place sur l'individuel déjà, mais de là à le voir terminer deuxième là, sur l'individuel, c'était presque aussi surprenant que de voir Laigrid nous taper la victoire là il y a 2 hivers, un peu sur le cul. Ouais. Il sort pas non plus de nulle part, hein, parce que dans les catégories jeunes juniors, il a quand même quelques victoires en Junior Cup sur des championnats du monde junior, des championnats du monde jeune. Il a quelques médailles, mais ouais, je l'attendais pas du tout. Ouais, et il y en a même Stalder aussi côté suisse, hein, qui a fait des bons résultats si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs aussi, Niklas Hartweg a plutôt confirmé après, hein, 16e du sprint, 17e de la poursuite. D'ailleurs, ça fait un peu penser à sa compatriote, hein, Amy Berserga, hein, ils sont du même âge, même génération. C'est aussi une athlète qu'on attend, qui a performé chez les jeunes. D'ailleurs, tu as mis comme grosse cote aussi, je crois, Émeric. Hein, Oui, j'avais mis meilleur Suisse sur à la fin de la saison. Là, ça va être un peu dur. Bah, ce n'est que le début. Elle part pas du meilleur pied. Voilà, ce n'est que le début. C'est que le début. Voilà. Mais ouais, on verra. Voilà, on verra. La route est encore longue, Émeric. T'inquiète pas pour ça. Effectivement. Donc voilà, donc on voulait parler forcément de cette belle performance de Niklas Hartweg, hein, qui avait surpris un peu beaucoup de monde, hein, et ce qui est bien normal. Mais c'est un talent qu'on voyait venir et qui a claqué déjà un podium sur ce début d'hiver, et c'est vraiment top pour lui et pour la Suisse aussi. Voilà pour ça. Clair. Bon bah voilà pour cette partie sur la Coupe du Monde. On va parler comme prévu un peu de l'EBU Cup. Alors on a déjà un peu débordé sur les parties précédentes. Émeric, qu'est-ce qu'on peut... Alors on va pas donner tous les résultats, hein, parce qu'il y avait 8 courses, hein, donc ça va faire beaucoup à retenir. Qu'est-ce qu'on peut retenir donc de ces performances sur le circuit B, avec aussi les performances françaises? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir chez les mecs? On va surtout retenir, comme je disais tout à l'heure, l'écrasante domination de Stromsheim. Ouais. Et des Norvégiens en général. J'avais noté la stat sur les 3 premières courses individuelles. Sur les 9 places sur le podium disponible, ils en ont pris 7. Et avec la dernière course, c'est monté à 8 du coup. 8 pour 12 places sur le podium. D'accord. Donc ça continue, hein, dans le rythme domination norvégienne, avec toujours les Allemands qui sont là un peu pour venir arbitrer les débats. La dynamique. Ouais, casser la dynamique. On a eu la réapparition de Rastor Gouyev, là, qui est revenu après sa suspension. Ouais. Chez les Français, les garçons, on a eu donc quelques jeunes qui ont fait leurs premières apparitions, avec Lou Thievan notamment, qui était pas mauvais au tir, hein, j'ai trouvé.
On a eu Ambroise Meunier qui a fait un bon résultat, puis malheureusement qui a un petit peu passé à côté de la poursuite là en fin de week-end. Et sinon, ouais, plutôt consistant les Bleus, hein, dans une catégorie chez les hommes, c'est quand même assez compliqué de sortir à côté de tous ces Allemands et ces Norvégiens. Faut y aller, faut envoyer de la soudure, quoi. Ouais. À part les Avengers, je vois pas qui on peut envoyer pour les battre. Ouais, c'est clair. Faut envoyer des gars de l'équipe A en fait, hein, pour aller les déloger. Ouais, et encore. Ouais. Et encore pour certains. Ouais. Et chez les dames, je sais que t'as pas mal de choses à dire. En tout cas, une biathlète qui a plutôt retenu ton attention. Ouais. Donc avant de parler d'elle, il y a donc Gillian Guigona qui fait qui fait 2 très bonnes courses, notamment avec une 2e place sur la poursuite et 6e place sur l'individuel. Ouais. On a Camille Benet qui fait 2 fois 7e en top résultat. Et celle dont t'attendais que j'en parle, hein. Anaëlle Bondou. Oui. Première sélection en IBU Cup. Sur le premier sprint, elle nous sort le 5e temps de la course. Si on compte pas Lampic, bah oui, parce qu'on en a pas parlé, il y a l'ancienne fondeuse Lampic qui est donc slovène, qui avait gagné un général en ski de fond, si je me trompe pas. Du coup, qui s'est mis au biathlon, et là elle nous tape des chronos. Franchement, Stina Nilsson, elle peut aller se rhabiller, hein, parce que là c'est encore un niveau au-dessus. Hein. C'est. Et du coup, j'ai noté un peu les temps de ski d'Anaëlle Bondou sans compter Lampic parce qu'elle est vraiment trop au-dessus. Hein. Sur le premier sprint, elle met 30 secondes, elle termine à 30 secondes du meilleur temps. Sur la poursuite, à 10 secondes. Sur l'individuel, c'est elle qui a le meilleur temps. C'est fou. Et sur le deuxième sprint, elle termine à 17 secondes du meilleur temps. Et tout ça à seulement 18 ans. Enfin, c'est ça qui est dingue, quoi. Pour ceux qui voient elle pas, a en plus, 18 ans. C'est un petit gabarit, Anaëlle. Hein. Ah oui, elle doit faire 1m... franchement, sans mentir, je dois faire 1m50, peut-être par là. Hein, c'est une vraie pile. Très petit gabarit. Ah ouais. C'est impressionnant à voir skier. Moi, j'ai eu plusieurs fois skier sur les SAMC National Tour, sur les Summers. Ça envoie, quoi. C'est impressionnant. Ouais, il suffit qu'elle mette les balles dedans et tout de suite, ça joue tout de suite le podium. Hein. C'est là où ça penche un peu pour elle. Enfin, c'est un peu plus compliqué. C'est au niveau du tir où c'est assez irrégulier. Ouais, pourtant, elle est pas précipitée. Je la trouve pas précipitée sur les tirs. Je la trouve pas sur la défense. C'est problème de précision. Après, c'est du travail. Je me fais pas de soucis là-dessus. Hein. T'as Jean-Pierre Amat qui est derrière la lunette. Ça va venir. Hein. Y a aucun souci à se faire, je pense. Et haute satisfaction, du coup, qui n'est pas française, mais qui est de la même année, si je me trompe pas, c'est Célina Grossian, qui a également 18 ans et qui s'est offert le deuxième sprint là ce week-end. Franchement, 18 ans. Je languis d'être dans, je sais pas, peut-être 4, 5, 6 ans, de les voir toutes les deux en Coupe du Monde si elles n'ont pas de problème de santé, pas de grosses blessures qui les impactent, et de les voir se battre en duel sur la Coupe du Monde, ça risque d'être... Si elles gardent le niveau qu'elles ont actuellement et qu'elles s'améliorent encore, ça va être quelque chose. Hein. J'ai hâte. Peut-être la future d'Allmayer, comme beaucoup l'annoncent, Grossian. En plus... je crois qu'elle vient de Garmisch. De Garmisch, comme d'Allmayer. Mais c'est vrai que puis avec Grossian, une Lena Repinch pour venir arbitrer les débats là aussi. On a une génération là, ça va être du costaud. Hein. Elvira n'a qu'à bien se tenir. Hein. Ça va vite arriver, mais c'est vrai qu'il y a... Ah non, mais c'est beau, franchement, de voir ça à 18 ans, faire des résultats pareils face à des filles expérimentées et tout. Et qui s'imposent directement sur le circuit IBU Cup, c'est assez fort. Hein. Alors, Pinch a fait quelques courses déjà sur le circuit IBU Cup, mais c'est quand même une génération qui prend sa place là, sur le circuit B, et même sur le Coupe du Monde aussi, Pinch. Mais c'est une génération qui n'a pas attendu pour sur une petite place sur le circuit B, et c'est... Ouais. Ah, c'est fou. Et Anaëlle Bondou, qui a voulu dédicacer aussi son département, qui nous fait une 38e place sur le sprint. Hein. C'est fou. Décidément, l'Isère à l'honneur. Emmerich qui a terminé 35e, pour voir, t'as un exemple? Qui a terminé 35e? Ouais, 35e. Il n'y a pas une française ou non non, je crois pas que j'ai de française 35e. Bon, c'est dommage. Peut-être une prochaine fois. Mais j'étais pas en piste, c'est pour ça. Il vaut mieux pas. Ouais, alors j'ai une dernière chose sur l'IBU Cup, les courses sont diffusées maintenant sur la chaîne équipe ou même l'équipe live. T'en as pensé quoi, Emmerich, la diffusion? J'ai adoré. Bon, on n'a pas autant de caméras qu'on peut avoir sur la Coupe du Monde. On n'a pas le choix sur les visions. On voit bien un peu tout le monde. En plus, Hydré, on avait déjà l'habitude du pas de tir et tout parce qu'il y avait eu les Français il y a quelques temps, mais j'ai adoré ça. Ouais. Et
plus de manière générale, pas que sur l'eBay Cup, l'habillage, le tout nouvel habillage, j'ai adoré ça. Ah oui, d'ailleurs, oui, eBay Cup C'est et très Coupe du Monde, joli. nouvel habillage, ouais. Ouais. Malheureusement, on n'a pas le détail des tirs. On nous met que le résultat total à chaque tir de chaque biathlète, là en jaune-vert, bizarre. Ouais. Enfin, la couleur de l'IBU, quoi. Et sinon, très joli. Et je sais pas si on va en parler un peu après. Le portillon de départ aussi, il est Vas-y. très joli. eBay Mais Cup non, pas celui d'IBU Cup, parce que c'est rien du tout, c'est juste un capteur, Ouais, un voilà. portail, un C'est portillon pour ça, qui s'ouvre. je trouvais ça bizarre. Ils ont mis Non, tous le les moyens portillon, pour la Coupe du Monde, hein, je crois, au niveau du... Ouais. Ouais, mais Portillon. du coup, ouais, pour revenir, moi, je l'aime beaucoup, mais ça va, je trouve, complètement à contresens de la démarche écologique de l'eBay Cup, qui est de faire dans l'écologie, de l'IBU, ouais, excuse-moi. Et là, ils nous foutent un portillon de départ avec Ouais. des écrans lumineux, je sais pas quoi. Mais Et en- quoi Ouais, mais en Mais plus, Il Pourquoi, marche surtout sur la tête. Pourquoi Je Ça trouve sert à quoi? je trouve ce qui Mais est dommage, oui. c'est qu'en fait, c'est juste pour le sponsor. En fait, je pensais que tu vois qu'il y a la tête qui apparaîtrait sur les écrans. Ouais. Bah, même numéro pas. de dossard, la tête, tu vois, on le voit Ça en aurait pu infographie, être qui sympa, passe ouais. les bras là, on le voit bien, tu vois, comme on peut voir en visuel quand il part. Mais ouais, là, il y a juste le sponsor BMW et ça fait un gros panneau publicitaire là. Ouais, ça fait un Ah, je peu suis 2.0 déçu. futuriste, mais ouais, c'est vrai que c'est pas Non, très non. dans la tendance actuelle ce panneau. Hein, Mais clairement pas. Et ils nous font des IBU, je sais plus combien, IBU Target ou IBU, Ouais. je sais plus, ils sortaient un chiffre là, tout, IBU 20. 26 ou un truc comme ça. 20, je crois. Ouais, il y a l'écologie, machin, on pense à l'environnement et tout. Ça nous ramène des 1 camion par minute au Grand Bornand pour aller foutre de la neige. Ça nous sort des portillons avec des écrans derrière, alors qu'on avait un très joli portillon les saisons précédentes. L'IBU marche un peu sur la tête avec ses dernières décisions, là, je trouve. D'ailleurs, il faudra peut-être réfléchir à changer la place du Grand Bornand, hein, parce que clairement, ça commence à devenir C'est problématique. Hein, catastrophique. C'est sûr. parce que pour une étape, bref, il y a plein on pourrait mettre, tu vois, une étape comme Antols. Qui nous foutent un vrai stade à Bessan, là, qu'on aille tous à Bessan. Se perdre en Haute-Maurienne. C'est ça, c'est ça. Et malheureusement, ça va jouer à l'encontre de l'étape du Grand Bornand, hein, ces choses-là. Hein. On sait qu'elle va être remplacée par Lanzerheide l'année prochaine parce que le site suisse va organiser les mondiaux l'année suivante. Si ça se passe très bien, tout ça, peut-être après, la prochaine fois que l'IBU va décerner les calendriers, peut-être que le Grand Bornand sera plus là. Hein. Et en plus, on sait que c'est un stade qui n'est pas réel, hein, qui est juste monté pour l'occasion. C'est... Ouais. Ah, moi, ça me sidère. Voilà. Je suis déçu, franchement déçu de l'IBU. Voilà. Un déçu. Et Mike termine cet épisode déçu. Ouais. Les Là, deux. j'ai été content jusqu'à maintenant. Bah voilà, super. Voilà. On pense à Mais- Annelle, Ah, on mais pense ça à s'appelle Annelle. moral. Mais voilà, c'est ça, Annelle. Et pense au prochain programme de la Coupe du Monde, Émeric, hein, que tu vas nous donner, Cassandre. Prochaine étape à Orpheldon, hein, c'est le prochain jour. Hein. Et ouais, ça va revenir dès jeudi, on ne s'arrête pas, on enchaîne les week-ends et donc on va retrouver le sprint féminin jeudi 8 décembre à 14h10. Alors on réinverse les femmes et les hommes, donc ce sera les femmes d'abord pour ce week-end. Le vendredi 9 décembre, on retrouvera le sprint homme à 13h45. Samedi 10 décembre, Julia Simon pourra essayer de défendre son dossard rouge avec la poursuite féminine à 11h30. Puis on aura le relais masculin à 13h40. Et enfin, pour clôturer ce week-end en beauté, le dimanche 11 décembre, on finira par le relais féminin à 11h30, puis la poursuite masculine à 14h15. Merci, Cassandre. Bon, Émeric, t'as retrouvé un peu le sourire ou pas? Ouais. Que je suis en train de regarder le webcam à Orpheldon, je suis pas sûr de retrouver le sourire. Hein. Ah bon? Il y a Là, pas y de a neige. pas. Non, c'est pas qu'il y a pas de neige, mais il y a 5 cm de neige, c'est en train de tout fondre, quoi. Ah, tu vois ça à travers la webcam, toi? Bah, sur la webcam, tu peux changer les horaires. D'accord. Et tu vois, au fil de la journée, ça a fondu, là, et tu vois l'herbe, quoi. Bon, allez. Bon, on va... On aura un beau bandeau de neige comme il y a eu le premier. Ils avaient fait un double week-end, c'était quand il y a 2 ans. Ouais, après la Covid, ouais. C'est, Ouais, le 2020. premier week-end, on avait eu un joli bandeau de neige sur un champ d'herbe. Bah, on va peut-être pas être loin, hein, le week-end prochain. Voilà, c'est la magie du biathlon, la magie donc que vous allez retrouver dans quelques jours à Orpheldon pour cette deuxième étape, hein, avec on espère. Sacrée magie, j'ai mis une ouais. bonne touche de. Ouais, franchement, technique en fin de franchement, on podcast. termine en J'ai forme cassé et l'ambiance. T'as un peu cassé On l'ambiance. se donc, réjouit, voilà, on se réjouit à fond. Ouais. Là, hein. on se réjouit. Donc, je pense que c'est le moment. Hein, je pense que vous êtes d'accord qu'on clôt cet épisode, ce débrief. Ouais, sinon je vais être trop énervé encore. Voilà, donc on va laisser Mike de côté pour cette fin. Merci Cassandre et Aurélie
pour ce Merci. débrief. Avec Toi. plaisir. Merci vrai. pour la positivité. Voilà. Ouais, il en faut un peu forcément quand tu es là, Emmerich. Mais bon, je suis sûr que tu vas être d'attaque quand même pour la semaine qui arrive. Mais oui, Voilà. Avec des belles courses à voir. Et aussi d'ailleurs, il n'y aura pas d'IB Cup cette semaine. Hein. Il y aura par contre la Junior Cup. Il n'y a pas de français. Mais encore un beau programme biathlon. Donc merci encore à tous les trois. Merci Cassandre, merci Aurélie. Merci Emmerich, merci à vous tous de nous avoir écoutés. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner vos avis sur tous les sujets qu'on a abordés durant cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles aussi sur notre podcast. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et aussi à faire votre retour sur notre podcast. Et d'ailleurs, la prochaine fois, ce sera normalement Jérémy qui va reprendre sa place. J'ai dû le remplacer pour cette fois-ci. Il faisait l'impasse déjà, déjà fatigué. Ça commence pas très bien pour lui. Il serait autorisé les impasses. Voilà, c'est ça. Il a le droit de joker, Jérémy, par rapport à l'inverse des athlètes. Donc merci encore à vous tous et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Allez, salut tout le monde. À plus. Au revoir. Salut!